Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une, Bamako, la capitale malienne, accueille la première édition du Forum panafricain des médias. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi 3 juin 2026 au Centre international de conférence de Bamako en présence du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. FOPAM, Forum panafricain des médias, une première au Mali où les soldats de l'information de plus d'une dizaine de pays africains prennent part à ce rendez-vous d'importance continentale avec comme invité d'honneur le Maroc. Organisé par la Maison de la Presse du Mali sous le leadership de son président El Hadji Bandjougou Dante, les participants à ces forums débattront sur plusieurs thématiques autour du thème central unir les voix, renforcer les liens entre médias d'Afrique. Cette rencontre des médias du continent s'est vue un cadre d'échange et de partage d'expériences entre acteurs de l'information dans un contexte caractérisé par des tentatives de déstabilisation des pays de la Confédération AES à travers la désinformation. Cela devrait permettre également aux participants d'évoquer les défis auxquels font face les médias nationaux et africains. Mais ce qui est vraiment clair et qui ressort de ces premiers débats, c'est la nécessité non seulement de protéger la fonction journalistique, la nécessité de mettre les journalistes dans les meilleures conditions et l'invite qui a été faite à tous les organes aujourd'hui de conjuguer les efforts parce que ce sont les grands groupes qui sont en train aujourd'hui de survivre à tous les changements que nous sommes en train d'observer à travers le monde sur le plan journalistique. Aujourd'hui, ce sont les grands médias européens qui sont en train de dominer l'espace africain. Si les médias africains ne conjuguent pas les efforts et cherchent des financements costauds, ils ne pourront pas vivre de l'achat ou bien de la vente de leurs papiers ou bien des publicités. Le président de la Maison de la Presse a mis un accent particulier sur la nécessité pour les médias africains d'être les premières voix de l'information au niveau du continent. Aujourd'hui, l'image de l'Afrique continue trop souvent d'être racontée par d'autres. Nos crises sont amplifiées, nos réussites minimisées, nos réalités simplifiées, nos peuples caricaturés, nos dirigeants stigmatisés. La guerre sécuritaire s'accompagne de guerres informationnelles ou la manipulation. La désinformation et les influences extérieures cherchent à orienter les opinions et à fragiliser nos sociétés. Face à cela, une question se pose à nous. Qui raconte l'Afrique? Et surtout, comment faire en sorte que les Africains deviennent les premiers narrateurs de leur propre histoire, de leur propre actualité? Quant au Premier ministre, il a, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, salué et félicité les initiateurs du FOPAM avant de rappeler le rôle capital des médias dans la consolidation de la cohésion sociale. Sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Mali est engagé dans une dynamique profonde de fondation visant à bâtir un État plus souverain, plus résilient et davantage en phase avec les aspirations légitimes de son peuple. Cette fondation s'inscrit dans la vision du Mali propre, du Mali nouveau, qui place au cœur de l'action publique la souveraineté dans toutes ses dimensions politiques, institutionnelles, économiques, culturelles, numériques et informationnelles. Dans cette perspective, les médias occupent une place stratégique qui participe à la formation de conscience, à la consolidation de la cohésion sociale, à la promotion des valeurs citoyennes et à l'affirmation de la souveraineté nationale. Les réflexions qui nous réunissent aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans cette ambition de transformation du Mali et au-delà de la volonté partagée de construire une Afrique forte, unie et maîtresse de son destin. A noter que les travaux du Forum panafricain des médias FOPAM durent 4 jours. Sasakawa Africa Association, en partenariat avec les acteurs clés du secteur agricole, organise du 4 au 5 juin le forum annuel des parties prenantes. Le thème retenu pour l'édition 2026 est régénération des terres et systèmes agroalimentaires climato-résilients au Sahel, l'inclusion des femmes et des jeunes pour une sécurité alimentaire nutritionnelle et un accès durable au marché. La cérémonie d'ouverture
d'ouverture s'est tenue ce jeudi 4 juin 2026 à l'hôtel Dounia, siège à l'ACI 2000 sous la présidence effective du ministre de l'Agriculture, Dr Ibrahima Samake. Le reportage est signé Alhamidou Badini Ibrahima Koulibaly. Un système agroalimentaire résilient, durable, inclusif et orienté vers le marché, c'est la mission à laquelle s'attelle depuis plusieurs décennies Sasakawa Africa Association. Ce forum annuel, en cohérence avec les orientations du plan stratégique quinquennal 2026-2030, se veut un cadre de concertation multi-acteurs pour l'opérationnalisation de cette vision à travers des échanges, des apprentissages et l'élaboration de solutions adaptées au contexte sahélien. Notre agenda sera riche. Nous allons partager les nouvelles orientations stratégiques de Sasakawa 2026-2030, analyser les défis liés à la résilience climatique et à la régénération des terres, discuter les marchés inclusifs et du développement agricole, échanger sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les innovations agricoles, travailler ensemble afin de produire des recommandations concrètes pour l'avenir de notre développement rural. Ce forum n'est pas simplement une rencontre de plus, c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de bâtir et de consolider les partenariats, une opportunité de faire émerger les solutions durables, une opportunité de démontrer que lorsque les producteurs, les chercheurs, le gouvernement, le secteur privé et les partenaires travaillent ensemble, le changement devient possible. La présente édition est couplée à l'anniversaire de l'institution, 30 années d'existence au Mali et 40 ans au plan global. En plus de la coupure symbolique du gâteau, l'assistance a eu droit aux interventions respectives en ligne du directeur Afrique depuis l'Éthiopie et du président de Sasakawa Africa Association depuis Tokyo, au Japon. En effet, nous célébrons les 40 années de Sasakawa au niveau global, ces 30 années de présence et d'impact au Mali, le lancement de notre stratégie 2026-2030 et l'expansion de Sasakawa Association vers le Sénégal. En utilisant le Mali comme base, ça veut dire que ce qui a été réalisé ici a eu une tache d'huile dans la sous-région. Prennent part à ce forum une centaine de participants de divers horizons. Il s'agit notamment d'institutions publiques, de chercheurs et universitaires, d'organisations de producteurs, du secteur privé, d'ONG et partenaires techniques, de jeunes entrepreneurs et organisations de femmes, en plus du personnel de Sasakawa Africa Association. Thème retenu pour le forum: régénération des terres et systèmes agroalimentaires climato-résilients au Sahel, inclusion des femmes et des jeunes pour une sécurité alimentaire nutritionnelle et un accès durable au marché est actuel. Mesdames et messieurs, cette thématique s'inscrit dans la vision de développement du Mali. Malgré les initiatives entreprises et les résultats atteints, les systèmes de production, les systèmes agroalimentaires font toujours face à des difficultés persistantes. Chocs climatiques fréquents, dégradation des terres, l'ensablement des zones humides, les difficultés d'accès au marché. Face à ces défis, il devient impératif de promouvoir une agriculture résiliente, durable, productive et inclusive. C'est pourquoi nous saluons le nouveau plan stratégique 2026-2030 de Sasakawa Africa Association. Cette vision s'inscrit pleinement dans les priorités nationales du gouvernement du Mali, c'est-à-dire la vision Malikura Nyeta Sira Kabensan Baflani Biwaran Sabama et également la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 SNDD. Les travaux de 2 jours aboutiront à la production d'un rapport final avec à la clé des recommandations sur les bonnes pratiques en la matière et l'élaboration d'une feuille de route
alignés au plan stratégique 2026-2030. La cérémonie d'ouverture est sanctionnée par des photos de famille. La reprise des activités est jugée morose de façon générale après la célébration de la fête de Tabaski à Bamako. Pour beaucoup, cette situation est une tradition connue toutes les années et qu'elle n'a rien de particularité. S'intéressant à la question, une de nos équipes de reportage dirigée par Samaïra Sanogo a sillonné la ville. Suivons ensemble. Une semaine après la célébration de la fête des moutons, Bamako, la capitale malienne, vit toujours au calme avec moins d'affluence dans les marchés comme dans beaucoup d'autres secteurs. Déjà sur place et de plein pied dans les activités, certains citoyens trouvent normale la situation tout en défendant leurs convictions. Cette fête était une fête placée à haute crise, donc le risque était élevé. Et par la grâce d'Allah, nous avons pu fêter convenablement et correctement, sans incident majeur, sur l'ensemble du territoire national. Et effectivement, nous sommes à une semaine juste donc, de la fête. Et la reprise effectivement de cette fête se fait un peu de façon dans la lenteur. Donc cela est dû à certainement beaucoup de facteurs. Déjà la fête a été juste avant un week-end qui était le mercredi. Donc on est tombé sur un long week-end. Et donc forcément aussi avec le fait qu'il y a eu une petite crise qui a été vite désamorcée de carburant, qui est dû à ce qu'on appelle au comportement regrettable et déplorable de certains acteurs. Et Dieu merci, aujourd'hui nous voyons que la circulation a commencé à être remplie parce qu'on ne voit plus de fil d'attente pour le carburant. Et nous remercions Dieu pour cela. De passage, les interlocuteurs ont mis l'instant à profit pour saluer l'engagement et la motivation des forces armées maliennes qui, conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, ont quadrillé les principaux axes du pays permettant à la population de fêter l'esprit tranquille. Et nous avons remarqué également aussi que les forces de l'ordre ont été déployées partout, sur tous les axes et sur toutes les sorties de Bamako. Et avec le contrôle, ce qu'on appelle minutieux. Et c'est là aussi, il faut le reconnaître que c'est à saluer. Ce qui fait que dans l'ensemble aussi, les moutons qui sont bien considérés dans cette fête de Tabaski sont rentrés. Et à la fin, nous avons vu que aussi les prix ont commencé à être assez abordables. Il y en avait en quantité suffisante aussi. Et donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, la Tabaski, quand même, c'est parti, c'est derrière nous. Et nous prions Dieu pour les prochaines fêtes de Tabaski. Et que Dieu, et cela va trouver que le Mali est apaisé. Et que la quiétude règne et que l'économie, ce qu'on appelle, puisse retrouver son train. Ce n'est pas facile de rallier la guerre et l'économie. Et c'est ce que nous faisons. Et ça, franchement, cela relève ce qu'on appelle d'un exploit. Fondant l'espoir sur les dirigeants du pays, beaucoup d'interlocuteurs rencontrés au cours du périple se réjouissent de la tenue sans incident de la fête de Tabaski et pensent que la situation s'améliore de plus en plus. Donc les axes sont fréquentables et donc nous ne pouvons que remercier nos forces de l'ordre et continuer à nous serrer les bras et à rester à leur disposition par rapport à toute information utile. Et que je pense que nous sommes presque arrivés à ce qu'on appelle la destination. Nous pensons que d'ici quelques mois, ce qu'on appelle, ça va baisser énormément pour ne pas dire que cette guerre-là va être derrière nous. En tout cas, merci beaucoup. Et pour l'instant, effectivement, ça va prendre un peu de temps pour la reprise. Mais pour l'instant, il y avait un petit blocus de carburant qui est vraiment derrière nous. Et vous allez voir que d'ici la fin de semaine, tout va rentrer dans l'ordre et les gens vont commencer à vaquer à leur occupation normalement comme il faut.
Et nous remercions aussi l'EDM parce qu'il faut leur dire aussi, les 2 jours de la fête, nous avons eu assez de fournitures. Ce n'était pas du 100%, mais c'était vraiment proche. Et ça aussi, c'est là aussi, nécessite d'être signalé. Quand c'est pas bon, on le dit, mais quand c'est bon aussi, c'est bien de le dire et d'encourager les acteurs. Et nous savons que, et nous croyons que cette crise énergétique va être derrière nous très prochainement. Et déjà, nous avons des indices qui prouvent cela avec l'avancée des chantiers solaires qui sont les 2 chantiers surtout qui sont à Safo et de l'autre côté. Optimiste quant à un heureux dénouement de la situation sécuritaire du pays, d'autres interlocuteurs invitent les concitoyens à l'amour de la patrie en apportant le maximum de soutien aux autorités du pays afin d'éradiquer ces fléaux du terrorisme. Nous demandons à la population d'être vigilante. Tout comportement anormal doit être signalé et être disponible et avoir ce qu'on appelle l'esprit patriotique. D'accord? Et d'être à la disposition de l'État. On n'a pas de nation. Cette nation est la nôtre et c'est à nous de faire cette nation. Donc, nous n'avons pas le choix. Et cette période a consisté avec notre existence et c'est à nous de mener cette guerre. Et nous n'avons pas le choix, nous devons le faire. Et nous demandons à toute la population d'être vigilante. Ce que la population a prouvé le 25 avril. Donc cette population est plus que dévouée pour accompagner ses autorités, ses forces de l'ordre dans cette lutte contre ce qu'on appelle le mal, qui est le terrorisme. À retenir que partout où nous nous sommes rendus lors de ces marathons, l'ambiance était celle des grands jours malgré une reprise des activités jugées moins affluentes. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec la voix de Moussa Foma. Le Premier ministre algérien Sami Grieb a inauguré mercredi une centrale électrique de 40 MW dans la capitale nigérienne Niamey. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure, dénommée Centrale électrique de solidarité algéro-nigérienne, s'est déroulée en présence du Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zeyn, des membres de son gouvernement et du gouverneur de la région de Niamey, le général Ousmane Abdou Harouna. Le site officiel d'information du ministère nigérien des Affaires étrangères a indiqué que la centrale électrique offerte par l'Algérie au Niger illustre l'excellence des relations de coopération et de solidarité entre les 2 pays. Selon la même source, peu après la cérémonie d'inauguration de la centrale électrique, le Premier ministre algérien a été reçu en audience par le président nigérien Aboudraman Tiani. Les travaux de construction de la centrale électrique exécutés par la Société nationale d'électricité et du gaz, Sonelgaz algérienne, ont été lancés le 23 mars dernier par le Premier ministre Sami Grieb en marge de la tenue de la grande commission mixte à Niamey. L'annonce de la construction de cette centrale électrique par le gouvernement algérien avait été faite lors de la visite effectuée en février dernier par le président nigérien Aboudraman Tiani en Algérie. Partageant une frontière commune de près d'1 millier de kilomètres, le Niger et l'Algérie entretiennent des liens de coopération depuis 1964. Le Burkina Faso et le Bénin ont convenu mardi à Ouagadougou de relancer et de renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines, notamment économiques et sécuritaires, à l'issue d'une visite de travail et d'amitié du président béninois nouvellement élu Romial Wadani à Ouagadougou. Le communiqué conjoint lu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso Jean-Marie Traoré indique que le président béninois Romial Wadani et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont exprimé leur conviction que la visite de ce jour marquera une étape importante dans la relance et le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et la République du Bénin au service de la prospérité partagée, de la stabilité régionale et l'intégration africaine et du bien-être de leur peuple. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, cette visite a permis aux 2 présidents de procéder à un examen approfondi des relations bilatérales ainsi que les principales questions d'intérêt sous-régional, africain et international. Abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, les 2 chefs d'État ont souligné l'impérieuse nécessité de renforcer la coopération, la solidarité et la concertation entre États voisins face aux menaces communes, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et toutes les formes d'extrémisme violent, a dit Traoré. Les 2 chefs d'État ont instruit leur ministre des Affaires étrangères de prendre des dispositions nécessaires en vue de la tenue dans les mœurs de la 5e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Bénin.
Suite à l'opération militaire américaine contre l'Iran et à la dernière escalade du conflit en début de semaine, les pays du Golfe Persique ont conclu que Washington n'était pas un partenaire de sécurité suffisamment fiable, a rapporté Al Monitor citant des sources américaines. Auparavant, les États-Unis représentaient un partenaire sûr et fiable. Désormais, ils doivent prendre en compte une région où les États-Unis ne maîtrisent pas totalement le cycle d'escalade, a déclaré une source. Des responsables militaires américains interrogés par Al Monitor ont déclaré que le conflit avec l'Iran avait mis en évidence les limites des capacités de l'armée de l'air américaine dans la région du Golfe Persique. Ceci a incité Téhéran à réévaluer l'équilibre des forces et à prendre des mesures plus décisives. Selon eux, les drones et les missiles récemment lancés par l'Iran témoignent de ce changement d'analyse. L'Iran démontre qu'il peut continuer à semer la terreur dans toute la région. Cela incite les États du Golfe à réfléchir à la manière de répartir leurs risques, a déclaré l'une des sources au site d'information. Mercredi, un terminal passager de l'aéroport international de Koweït a été la cible d'une attaque menée par des drones et des missiles tirés depuis l'Iran, a annoncé l'autorité principale de l'aviation civile du Koweït. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessés lors de cet incident qui a également causé d'importants dégâts matériels, a précisé le ministère des Affaires étrangères de l'Émirat. Le trafic aérien a été suspendu et l'espace aérien du pays fermé suite à l'attaque. Ce 3 juin, Volodymyr Zelensky s'est dit disposé à engager des négociations directes avec Vladimir Poutine afin de discuter des conditions d'un règlement en Ukraine. Pour le dirigeant ukrainien, la priorité affichée reste de mettre un terme au conflit, même si cette soudaine disponibilité au dialogue arrive après de longues réticences de Kiev à discuter directement avec Moscou. Il affirme ainsi que pour Kiev, le scénario numéro 1 reste la fin du conflit et qu'il n'y a pas d'alternative. Zelensky a expliqué que l'Ukraine ne voulait pas attendre que les États-Unis règlent d'autres crises dans le monde avant de revenir à la question ukrainienne. Je suis prêt à des négociations directes avec Poutine, a-t-il déclaré. Le dirigeant ukrainien continue toutefois de privilégier une médiation occidentale. Il estime que la participation des États-Unis reste la meilleure option pour Kiev, tandis qu'un format associant Washington et les Européens serait selon lui le plus solide. Dans le même temps, il reconnaît que l'Ukraine n'est plus au centre de l'attention, signe d'un contexte diplomatique moins favorable pour Kiev. Cette déclaration de Zelensky n'est pas nouvelle. Le dirigeant ukrainien avait déjà évoqué à plusieurs reprises l'idée d'un dialogue direct avec Moscou, notamment en avril, tout en excluant que la rencontre puisse se tenir à Moscou ou à Kiev. Cependant, la Russie n'avait jamais reçu de proposition officielle allant dans un sens constructif. Du côté russe, la position reste constante. Vladimir Poutine a indiqué en mai qu'une rencontre avec Zelensky dans un pays tiers était possible, mais seulement si des accords définitifs sur un traité de paix avaient déjà été trouvés. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré le 2 juin que Zelensky pouvait mettre fin au conflit avant la fin de la journée en ordonnant aux forces ukrainiennes de quitter les territoires des régions russes. Moscou demande notamment le retrait complet des forces ukrainiennes des républiques russes du Donbass, ainsi que des régions de Zaporijie et de Kherson rattachés à la Russie après les référendums de 2022. La reconnaissance internationale de ces territoires, ainsi que de la Crimée et de Sébastopol, comme partie de la Fédération de Russie, un statut neutre, non aligné et non nucléaire pour l'Ukraine, la démilitarisation et la dénazification du pays et la levée des sanctions occidentales contre la Russie. Zelensky rejette de son côté l'idée d'un retrait militaire qu'il présente comme une défaite stratégique pour Kiev. Vladimir Poutine a déclaré le 9 mai 2026 que le conflit ukrainien approchait à son terme, même si le Kremlin précise qu'aucun calendrier concret ne peut encore être donné. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Bonsoir.